Libye, Mali, Côte d'Ivoire, Centrafrique et tant d'autres encore, Soudan. Peut-on parler de réoccupation militaire de l'Afrique? C'est en tout cas le discours qui émerge dans la voix de la plupart des intellectuels africains aujourd'hui qui se veulent les vigies, les sentinelles de ce qu'ils redoutent comme étant une réoccupation militaire de l'Afrique qui devrait conduire, selon leurs analyses, à une balkanisation de l'Afrique, ce qui avait déjà eu lieu. Plusieurs fois dans l'histoire, mais la fois la plus célèbre, le partage du gâteau, c'était en 1885 à Berlin. Ça s'était fait autour d'une table. Aujourd'hui, des États existent, mais ne sont pas assez forts pour se protéger. On va essayer de comprendre quelles sont les interactions entre tous ces phénomènes, pourquoi, à partir de la chute d'un État comme la Libye, il y a une cascade d'États qui sont déstabilisés par la suite. Ça commence par le Mali, pas très loin derrière, et on le voit, ça se répand dans toute la zone sahélienne et maintenant jusque presque à la frontière entre le Nigeria et le Cameroun. Pour le Nigeria, on n'en discute plus. Pour le Cameroun, on saura tout à l'heure. Avec notre invité, c'est le thème de l'invité de l'histoire de ce soir, réoccupation militaire de l'Afrique. À vous de dire. Bonsoir et bienvenue à notre programme dont vous êtes de plus en plus fidèles et même étant établis très très loin de la France d'où a été mise cette émission. Du Canada, on reçoit beaucoup d'encouragement et même de l'Orient, de plus en plus. Cet Orient qui est de plus en plus africain, c'est ce qu'on va voir également dans cette émission. Je pense avoir le bon invité pour le thème que je vous ai annoncé, la réoccupation militaire de l'Afrique. Je vous le présente sans plus tarder, Monsieur Hamza Boukari Yabara, c'est bien dit? C'est bien dit. C'est bien dit. Vous êtes donc historien. Tout à fait, historien du panafricanisme. J'ai travaillé sur l'histoire de ce mouvement politique, culturel et social qui a déjà plus de 200 ans, en m'intéressant un petit peu au rôle entre cette idéologie et les mouvements de libération, notamment à l'époque des indépendances, et à la manière dont cette idéologie a ensuite évolué sous diverses formes. Vous êtes docteur de l'École des hautes études en sciences sociales de Paris. Tout à fait, mais la plupart de mes travaux en fait ont été menés en Tanzanie, notamment à Dar es Salaam, qui était la base des mouvements de libération dans les années 60, 70, 80. Également dans la Caraïbe, puisque le panafricanisme est un mouvement global. Donc je me suis intéressé non pas à l'histoire de ce qu'on appellerait la diaspora africaine, mais plutôt de ce que j'appellerais la famille africaine mondialisée. Et vous enseignez également dans la même école, il me semble. Alors j'ai eu l'occasion d'enseigner, en fait, tout d'abord à Montréal, donc au Canada, pendant un an, puis de donner également plusieurs conférences dans plusieurs universités africaines, notamment à Kinshasa, à Ouagadougou, également à Ouidah, au Bénin. Donc à chaque fois, il y a cette volonté d'apporter l'histoire ou une vision de l'histoire de l'Afrique au maximum de personnes. Et enfin, j'ai eu également l'occasion de mener des recherches dans les territoires palestiniens sur la question des Afro-Palestiniens, parce que je pense qu'il est important aujourd'hui, vu la situation internationale, que les Africains apprennent à réfléchir sur tous les conflits qui concernent le monde, y compris celui-ci qui est un conflit également africain et colonial. Nous parlons aujourd'hui, un thème que nous avons défini ensemble, de réoccupation militaire de l'Afrique. C'est bien cela. Et vous êtes justement l'auteur de cet ouvrage, Nigeria, tout simplement, qui aborde la question de sur quel angle dans ce livre-ci? Alors c'est une approche, une analyse transversale qui essaie de comprendre un petit peu les dynamiques internes au Nigeria qui ont conduit en fait à la situation que l'on connaît actuellement, qui n'est pas une surprise pour les personnes qui suivent ce pays depuis un certain temps. Ce qui arrive aujourd'hui était prévisible depuis assez longtemps, et c'est d'ailleurs l'un des faits que l'on voit lorsqu'on discute entre analystes, experts, historiens, géopoliticiens. Il y a un manque d'anticipation de la part de nos élites et de nos dirigeants qui doit nous alerter et qui nous amène évidemment à vulgariser les connaissances. Et dans le cas du Nigeria, où nous voyons actuellement beaucoup d'experts et de spécialistes se présenter sur les plateaux, je crois qu'il est important que d'autres experts ou spécialistes prennent la peine de vulgariser cela et de le vulgariser en langue française, parce que le Nigeria est un pays anglophone. Il y a toujours cette fameuse division de la langue entre francophones et anglophones qui fait que très peu de francophones ont accès à la compréhension de l'histoire de ce pays. Est-ce que vous êtes auteur d'autres ouvrages? Alors j'ai un ouvrage sur le Mali dans la même collection qui doit sortir effectivement à la fin du mois.
J'ai un ouvrage qui est également signé sur la figure de Walter Rodney qui doit sortir aux éditions... Walter Rodney qui était Walter Rodney qui était un militant panafricaniste et marxiste des années 70-80 qui allie en fait toute la dynamique du Black Power avec les luttes anti-impérialistes et les luttes de libération donc dans ces années-là et qui a été assassiné le 13 juin 1980, donc il y a quasiment exactement 34 ans jour pour jour. Et enfin, j'ai un dernier ouvrage qui doit sortir à l'automne aux éditions de La Découverte, qui est une histoire du panafricanisme, qui est relié en même temps à mon engagement donc, de secrétaire chargé du programme politique pour la Ligue panafricaine Umoja, qui opère à la fois dans les territoires du continent, mais également en Europe et ailleurs. C'est quoi exactement cette Ligue Umoja dont j'ai déjà reçu quelques membres ici et qui nous ont fait des émissions excellentes, notamment sur Cheikh Anta Diop? Alors la Ligue panafricaine Umoja, c'est une organisation d'Africains et d'Antillais motivés pour préparer les conditions de l'avènement d'un État fédéral d'Afrique noire. Ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Nous avons conscience qu'il est important de créer des structures, d'ouvrir des sections, de vulgariser la question du panafricanisme et d'apporter cette notion d'unité culturelle au maximum de personnes. Parce que nous pensons que la politique est évidemment le terrain sur lequel nous devons nous positionner, mais c'est également par la culture que l'Afrique a été abattue et c'est par la culture qu'elle doit se relever. Donc nous sommes un mouvement présent, bien évidemment, donc, ici sur Paris et dans l'outre-mer. Nous avons plusieurs sections en Côte d'Ivoire, notamment au Mali, au Niger, au Burkina, au Burundi, dans les deux Congos. Et donc nous travaillons à vulgariser cette idéologie-là et à la placer sur le terrain politique. Justement, pour finir, où est-ce qu'on peut retrouver vos ouvrages ? Et où est-ce qu'on peut vous rejoindre pour ceux qui seraient intéressés par ce travail de la Ligue panafricaine Umoja? Alors nous avons tout simplement un site, donc il suffit de taper Ligue panafricaine Umoja et vous tomberez dessus. Nous avons également donc une page Facebook sur laquelle nous mettons en avant nos différentes activités et également nos sections territoriales, donc sur le continent africain, ont également des pages Facebook sur lesquelles elles sont joignables. Donc nous avons également un journal panafricain qui en est déjà à sa 4e production, qui propose une analyse différente de la politique africaine et aussi de la culture africaine. Eh bien, très bien. Et pour vos livres, on peut les retrouver sur tous les sites de vente de livres sur Internet. Oui, tout à fait. Et dans une bonne librairie parisienne où il y a de bonnes pioches. À la librairie Taméry. Donc, vous avez donné une conférence récemment qui a d'ailleurs inspiré cette émission. Tout à fait. Eh bien, très bien. Vous voyez, on a, je pense qu'on a la bonne personne pour parler de cette question, pour la rappeler. Il s'agit de parler de ce qui est de plus en plus considéré par des observateurs africains, parce qu'il y a une Afrique maintenant qui pense par elle-même ses stratégies, ses réactions, et qui essaye de proposer une approche à ceux qui sont les décideurs, jugés souvent trop lents à anticiper des phénomènes. Et dans cette Afrique-là, notre invité, M. Hamzat Boukari Yabara, fait partie de ceux qui proposent d'avoir un débat à l'intérieur de l'Afrique vis-à-vis du monde. Tout de suite, on n'aura pas de transition spécifique. On va d'abord interroger le sujet que nous avons arrêté ensemble. Pourquoi vous parlez de réoccupation militaire de l'Afrique, de redécoupage de l'Afrique, de balkanisation de l'Afrique? Et il y en a qui vont plus loin encore. Oui. Dépeçage, on a entendu. Oui, alors il faut rappeler, donc évidemment, 1885, la conférence de Berlin où les principales puissances occidentales, plus la Turquie, se partagent le continent africain en sphères et zones d'influence. Ce qu'il faut rappeler également, c'est qu'à l'époque des décolonisations, donc années 60, on est dans le contexte de la guerre froide et que, par exemple, les États-Unis et l'URSS étaient favorables à la fin de ces empires coloniaux, mais pour mieux les réoccuper d'une autre manière. Donc il y a cet aspect-là sur lequel il faut tenir compte. Et à partir donc, de la fin de la guerre froide, donc fin des années 80, début des années 90, il va y avoir une réorientation de la vision du monde, de la part notamment des États-Unis, qui vont conduire en fait à intégrer, à dépecer l'Afrique en différentes parties, notamment à la relier davantage pour ce qui concerne l'Afrique du Nord à toute la géopolitique du Moyen-Orient, donc dans le Grand Moyen-Orient, et en même temps à renverser les alliances qui existaient, notamment concernant la place de la France sur le continent africain. Comment on découpe un continent ? Alors on peut le découper en modifiant les frontières, tout simplement. Par la force ? Par la force ou par la fabrication du consentement, donc la capacité à
impulsé ou a donné aux populations l'envie de se séparer. Donc c'est la question Comment on du procède? séparatisme. Est-ce qu'il y a un exemple? Vous pensez à des exemples précis? Oh, il y a des exemples sur lesquels la population n'a pas été forcément manipulée, mais derrière lesquels il y avait des intérêts. Si on prend le cas du Soudan, c'est un État dans lequel il y a des richesses pétrolières énormes, c'est les 5e réserves du continent. C'est un État qui était lié principalement donc, aux multinationales pétrolières donc, chinoises, malaisiennes. Vous parlez de la indiennes. création du Sud-Soudan, l'État du Sud-Soudan. Effectivement, on perçoit déjà ce même type de stratégie derrière d'autres États comme la Libye ou même le Mali ou même le Nigeria, cette volonté de couper des États qui ne sont pas de nature à accepter de se plier à l'ordre mondial. Cela peut se faire par la force, cela peut se faire par la pression. Par la création de conflits. Par la création de conflits, par des politiques d'embargo. Je pense que les embargos qui ont eu lieu sur des pays comme la Libye et le Soudan ont été particulièrement intéressants à étudier, d'autant que ce Quel sont est le deux mécanisme? États. Pour la Libye, ça a été très direct, des bombardements extérieurs, toute la campagne contre Kadhafi, ça on a vu. Mais pour le Soudan, quel a été le mécanisme mis en place pour arriver à la fragilisation de cet État? D'abord, on nous en a parlé pendant longtemps des guerres entre Janjaweed et j'en passe, et des meilleurs musulmans chrétiens, toujours le même tableau. Comment ça se fait? Est-ce qu'il n'y a pas des facteurs locaux qui permettent justement que cette activation extérieure opère? Alors, il y a toujours des facteurs locaux. Dans le cas du Soudan, au moment de l'indépendance du Soudan en 1956, il y avait déjà des rivalités effectivement entre les élites arabes ou arabisées ou islamisées qui étaient présentes à Khartoum et le reste de la population, on va dire négro-africaine pour simplifier, mais c'est bien plus compliqué que ça, qui était au sud. Donc toutes ces rivalités ont été effectivement exploitées par les différents régimes. Et lorsque, en 83, donc Nimeri propose d'appliquer la charia à l'ensemble du pays, bien évidemment, cela n'était pas de nature à être accepté par l'ensemble de la population. Donc il y a un certain nombre de politiques un peu aventurières, je pense, des dirigeants africains sur lesquels des mécanismes et des stratégies de déstabilisation se fixent. Donc j'ai tendance à penser que, d'une certaine manière, les dirigeants africains facilitent le travail de ceux qui arrivent après. Et c'est ça qui est extrêmement grave. Alors, on a l'impression également que ce sont les mêmes lignes de fracture qui ont toujours existé historiquement qui, aujourd'hui encore, sont utilisées. Je vais prendre l'exemple du Soudan. Vous avez parlé de 56. On peut remonter plus loin. Quand ils étaient sous administration britannique, ottomane, ce sont toujours les mêmes oppositions depuis très longtemps. Et les mêmes lignes de fracture qui sont réactivées aujourd'hui. Tout à fait. Nous, en Afrique, on les a jamais refermées. Alors, je pense que l'une des questions qui se pose, c'est celle du fameux principe de l'intangibilité des frontières, ce sacro-saint principe qui a conduit donc les pères fondateurs, au moment des indépendances, à conserver les frontières coloniales. Il était important de redessiner la carte de l'Afrique avec un point de vue africain et de faire en sorte qu'un maximum de conflits ou de conflits potentiels soient étouffés par des unifications ou d'éventuels séparatismes. Or, ce travail-là n'a pas été fait. Or, il me semble qu'aujourd'hui, il est essentiel de s'y réattacher et de revenir sur cette question. Qu'est-ce qui empêche l'Afrique et ses dirigeants d'avoir une stratégie qui leur permette d'échapper à ces manipulations? Qu'est-ce qui les freine? Qu'est-ce qui les bloque? Je pense qu'il y a un manque d'initiative, un manque de capacité d'initiative. Et il y a également, je crois, des structures qui sont extrêmement puissantes, qui pèsent sur la plupart des régimes et qui les empêchent de développer quoi que ce soit qui irait dans le sens des intérêts africains. Est-ce qu'on va rester fataliste en se disant c'est comme ça ne va jamais changer? Ou alors c'est peut-être une question générationnelle? Est-ce qu'il y a une génération qui a compris les enjeux et qui, comme vous... Alors, il y a une génération qui peut comprendre les enjeux, mais là encore, au niveau de la jeunesse, je crois qu'il est important de faire un travail de conscientisation et de mobilisation politique. Quelqu'un comme Kadhafi, qu'on le veuille ou non, la Libye avait un niveau de vie qui était plutôt décent, l'un des meilleurs du continent. Logiquement, on peut penser que la population aurait dû être très contente. Or, il s'est trouvé dans cette population une minorité de réformistes qui a été utilisée pour appliquer à la Libye le fameux concept des printemps arabes. Donc, on voit bien que même au sein de la population, certains mouvements, entre guillemets, progressistes peuvent être récupérés pour donner lieu à des choses qui n'ont absolument rien à voir avec les intentions premières. Justement, attardons-nous sur le cas libyen. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde s'accorde à dire que la déstabilisation de la Libye a entraîné la cascade de ce qu'on observe derrière, le Mali et autres.
La Libye, avant qu'il y ait les bombardements et la mort, l'assassinat de Kadhafi, c'était quoi? C'était structuré comment? Et comment est-on parvenu à la déstabiliser? Alors, bon, Kadhafi, il arrive au pouvoir en 69, il fait un coup d'État contre un régime qui était inféodé aux intérêts anglo-américains principalement. Il va recomposer la structure politique de cet État-là pendant une dizaine d'années pour en faire donc un grand État des masses, une Jamaïria, une république arabe socialiste dans le sillon de l'idéal nassérien. Il va tenter de faire plusieurs alliances avec d'autres États arabes, donc notamment le Soudan de Nimérie, l'Égypte de Nasser, la Syrie, et à chaque fois ça ne va pas réellement marcher. Donc vers la fin des années 70, il arrive à construire son idéologie à travers donc, notamment la rédaction du Petit Livre Vert, qui va susciter beaucoup d'enthousiasme, notamment parmi la jeunesse. Puis, à partir des années 80, les circonstances deviennent un peu différentes. D'une part, Kadhafi, lorsqu'il avait pris le pouvoir, avait nationalisé la plupart toute l'économie pétrolière, ce qui n'avait pas plu à beaucoup d'intérêts anglo-américains, anglo-saxons, qui s'étaient vus privés de cette manne pétrolière. Et d'autre part, il va réaffecter les revenus du pétrole à en fait, la création d'une économie locale, d'une administration locale, en assurant en fait, le minimum de bien-être aux populations. Donc la Libye va devenir un pays attractif. Et c'est par rapport à cette attractivité qu'au début des années 80 se met en place notamment l'embargo. Il se met en place par rapport à l'attractivité de la Libye et par rapport au rôle que ce pays joue auprès de plusieurs mouvements, alors soit islamistes, soit terroristes, en sachant qu'à l'époque, l'ANC de Nelson Mandela, que soutenait Kadhafi par exemple, était considérée comme terroriste. Donc lorsque l'administration Reagan arrive au pouvoir, il va y avoir un premier embargo unilatéral. Ensuite, il y aura effectivement l'affaire des attentats, donc Lockerbie et le décédiste du TA. Beaucoup de propagande, d'accusations par rapport au régime libyen qui vont aboutir à un embargo décidé au niveau des Nations Unies. Donc vous dites que la Libye se portait bien. Le Libyen moyen, il n'avait pas besoin de s'exiler. Alors c'est un peu plus compliqué que cela, parce que bien évidemment, la Libye s'est retrouvée placée sous embargo. Donc un pays qui se retrouve placé sous embargo doit développer... Donc ça fait partie des stratégies, les embargos, vous avez dit tout à l'heure. Les pour affaiblir un pays. Font partie des stratégies pour affaiblir un pays. C'est dans l'idée que ce pays, en l'isolant commercialement, économiquement et diplomatiquement, ne s'en sortira pas. Il sera asphyxié. Or, dans le cas précis, ça n'a pas été le cas, que ce soit pour la Libye ou même pour le Soudan, où le régime est toujours en place. Donc, à partir de cette situation-là, Kadhafi va notamment réorienter une partie de sa diplomatie vers les pays africains. Et c'est par le biais, notamment de Nelson Mandela. Lorsque Mandela sera libéré, il fera un voyage en 1997 à Tripoli, donc en brisant l'embargo américain et en répondant à l'époque aux Américains qu'aucun pays n'a le droit de dicter aux autres ce qu'ils doivent faire. Et c'est Mandela qui va en particulier assurer une partie des négociations qui vont permettre à Kadhafi de revenir sur la scène internationale au début du XXIe siècle. C'est également l'époque où sa diplomatie panafricaine s'est mise en place. Donc il a financé le satellite africain, il a des projets concernant les États-Unis d'Afrique qui ne sont pas acceptés par d'autres dirigeants africains. Mais en tout cas, il est de plus en plus présent dans le paysage. Et donc, sur la dernière décennie, qui correspond au XXIe siècle, c'est là où on le voit effectivement revenir au devant de la scène avec Sarkozy, avec Tony Blair. Obama. Il mène toute une politique également au niveau des médias et des grandes universités américaines pour faire venir des stars académiques à Tripoli. C'est également une période où, en Libye, il y a tout un courant réformiste qui se met en place, notamment à travers Saïf al-Islam, un courant réformiste qui est plutôt... Qui est le fils de Kadhafi. Qui est le fils de Kadhafi. Un courant réformiste qui n'est pas contre l'idée que la Libye devienne quelque chose un peu comme les autres pays du Golfe, c'est-à-dire un État inféodé à ses intérêts capitalistes. Est-ce que, si on ne procède pas à des frappes massives de la part du groupe le plus puissant, l'OTAN, tous ces pays occidentaux réunis, la puissance de feu, la puissance de l'argent, la puissance médiatique. Si on ne procède pas ainsi, on ne peut pas parvenir à faire tomber Kadhafi, puisqu'ils ont été obligés, quelque part, d'en arriver là. Ils ont essayé d'autres moyens, ça n'a pas fonctionné.
Ça n'a pas fonctionné. Depuis en 42 ans, ils ont essayé plusieurs moyens qui, à chaque fois, n'ont pas fonctionné. Donc des opérations commando, d'autres bombardements, notamment dans les années 80. Et donc là, il fallait réellement en fait, profiter d'un contexte général, qui était les événements qui se passaient à la même époque en Égypte et en Tunisie. Le fameux printemps arabe. Printemps arabe, pour en fait fabriquer une fausse révolution interne. Effectivement. Donc, et tout un travail également de propagande qui a été mis en place à cette époque. Donc les fameux Libyens qui se soulevaient contre Kadhafi, c'était finalement, comme ça arrive, on le constate de plus en plus, on va dire, tous ceux qui se réclament du djihadisme, qui, à certains moments, sont combattus, considérés comme les méchants, et à certains moments, on les laisse faire. Alors je pense qu'il faut voir les choses de manière plus subtile. Il y a effectivement une partie de la population libyenne qui, même si elle avait des bonnes conditions de vie, n'était pas nécessairement d'accord avec Kadhafi. Parce que c'était un régime relativement autoritaire au niveau des libertés politiques notamment, qui demandait autre chose. Et cette partie était plus ou moins soutenue ou incarnée par Saïf al-Islam. Donc à ce niveau-là, il y a effectivement de la contestation, mais derrière, ce que l'OTAN a fait, c'est bien évidemment recruter des mercenaires et braquer la population, mais également braquer les travailleurs, parce que la Libye était une réserve de travailleurs, notamment subsahariens. Et cette question-là des travailleurs en Libye, elle est importante par rapport au développement, à la bonne tenue de l'économie libyenne. Donc il fallait également frapper sur cet axe-là. Comment on a bloqué les travailleurs ? On a déjà détruit les infrastructures, donc on a ramené donc, la Libye à l'âge de pierre, donc c'est toute la stratégie de ce qui avait été fait en Irak et en Afghanistan. Pardon ? Il n'y avait plus de main-d'œuvre. J'ai envie de comprendre ce que vous expliquez là, les travailleurs venant de l'Afrique subsaharienne, comment on les a bloqués ? Alors déjà en fait en gelant donc, une partie ou la quasi-totalité des fonds libyens qui étaient à l'étranger, donc notamment les fonds qui étaient dans d'autres pays. Ça, c'est avant la chute de Kadhafi. C'est avant la chute de Kadhafi, mais c'est à peu près concomitant. Au moment où Kadhafi est sous les bombes, la plupart des chantiers au Mali ou dans d'autres pays africains sont arrêtés parce que justement, il n'y a plus les moyens d'assurer en fait leur financement. Donc c'est en fait rendre la Libye tout simplement inhabitable et inexploitable ou impossible à développer dans le cadre d'une division du travail entre guillemets africaine aussi. Et les autres Africains dans tout ça? On sait que Kadhafi a énormément soutenu, subventionné, arrosé. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Alors, l'Union africaine avait un plan de route qui était basé sur des négociations, des élections. Kadhafi n'était pas contre. D'autres organismes également avaient des propositions. Ce qui s'est passé, c'est qu'il était important, dans le cadre de l'intervention de l'OTAN, qu'il y ait des pays africains qui se désolidarisent ouvertement. Ils y arrivent toujours très facilement. Ils y arrivent toujours très facilement. Là, on est passé notamment par le Sénégal d'Abdoulaye Wade. Parce qu'il y a toujours des rivalités interafricaines sur lesquelles on peut rebondir. C'est valable pour la politique africaine, c'est aussi valable pour la politique au niveau de l'OTAN. Un pays comme la Turquie n'était pas du tout prêt à soutenir l'intervention en Libye parce qu'elle était menée par Sarkozy. Et entre la Turquie d'Erdogan et la France de Sarkozy, à l'époque, les relations n'étaient pas extrêmement bonnes. Et c'est la Grande-Bretagne qui va amener la Turquie finalement à céder le pas à ce niveau-là. Donc ce même type de relation, on le retrouve au niveau des pays africains. Et la Chine et la Russie ne font pas contrepoids à l'ONU à ce moment-là. Pourquoi ? Alors la Russie déjà n'a pas accepté de voter la résolution initiale. La Chine également. Donc c'est bien pour cela qu'on est passé par l'OTAN, qui permettait en fait de se Et quelle a été la légalité de cette opération? Pour notre rappel, parce que c'est toujours important, ils savent mettre des bonnes affiches. Alors la légalité, c'était tout simplement la fameuse résolution 1973, donc la responsabilité de protéger la population libyenne, bien évidemment, des bombardements, avec donc la zone d'exclusion aérienne qui permettait donc à l'aviation de Kadhafi de ne pas bombarder la population. Mais on sait que l'aviation de Kadhafi a été détruite dès les premiers jours et que très rapidement, en fait, le système de défense de Kadhafi était un système purement défensif et que l'OTAN a mené plus de 10 000 frappes en Libye. Sans compter les forces spéciales infiltrées. Exactement, donc il n'y avait absolument aucune chance pour que Kadhafi réchappe, honnêtement. Kadhafi, la Libye, jouait un autre rôle. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a autant de répercussions. Ensuite, notamment au Mali, qui a une frontière, même si elle est désertique,
et surtout parce qu'il est désertique, il y a autant de répercussions. Ensuite, le Mali, comment Kadhafi arrivait-il à résorber tous ces groupes qui se baladent dans le désert et qui vivent d'une manière très, très anarchique parfois? Alors, si on regarde du point de vue historique, Kadhafi, c'était la dernière grande voix politique du monde arabe, la dernière grande voix politique et historique du monde arabe. Donc, c'était quelque part, je ne dirais pas le parrain, mais il avait une certaine légitimité, une certaine expérience par rapport à ces groupes qu'il a, pour certains, formés ou financés dans les années 80-90 dans le cadre des légions islamiques. Il lui servait à quoi? Qui lui servait à mener des opérations ou à soutenir des mouvements au Liban, Palestine, etc. Également au Tchad et dans d'autres territoires. Et à partir de la disparition de Kadhafi, je crois que ce sont vraiment des brèches qui se sont ouvertes. Déjà, il y a eu un afflux d'armement massif au niveau de la Libye, qui ont été largués de manière pas si hasardeuse par l'OTAN, parce que l'OTAN savait très bien qui l'armait. Il y avait derrière également les pays du Golfe qui avaient également une dent contre Kadhafi. Donc je crois que la chute de Kadhafi a ouvert aussi la voie à toute une jonction qui va du Moyen-Orient jusqu'à la Mauritanie, au Sahara occidental. Quelle est la raison de la mésentente entre Kadhafi et les autres pays arabes? Alors Kadhafi avait une posture, je dis bien une posture, indépendantiste, nationaliste, révolutionnaire, anti-occidentale, qui n'était pas du goût des autres... qui sont considérés par les populations comme collaborant un peu trop. Voilà, comme collaborant, effectivement. Or, ce n'était pas le cas de Kadhafi. Ensuite, Kadhafi avait quand même des projets par rapport au continent. Qui n'allaient pas nécessairement dans le même sens que les intérêts des pays du Golfe et également d'Israël. Et puis pour finir sur la Libye, pourquoi à ce moment-là? Et pourquoi on arrive jusqu'à son élimination physique? Alors je crois qu'il était important déjà pour l'OTAN, à partir du moment où l'OTAN s'engage dans une guerre, il est important qu'il la gagne pour eux, même s'ils savent que l'ennemi est faible par rapport à ce qu'il déploie sur le terrain. Ça, c'est un vieil ancrage dans l'impérialisme occidental. Ça remonte à des siècles. L'ennemi, on l'écrase. On écrase l'ennemi, d'autant plus qu'il est petit ou qu'on le considère comme petit et qu'on sait que derrière lui, il y a tout un continent qui va rester silencieux. Et puis on frappe les esprits pour que plus personne... Et on frappe les esprits par une certaine mise en scène de son assassinat, de sa disparition, par le fait qu'on l'enterre dans un lieu qui est nulle part finalement, et qu'on essaie de le faire disparaître de l'histoire. Donc il y a tout ce travail-là idéologique qui est mis en place, et c'est aussi une manière de briser mentalement l'esprit de résistance de tout un continent et des Africains. Car qu'on le veuille ou non, ou qu'on soit d'accord ou pas avec Kadhafi, ça restait l'une des dernières figures craintes par les Occidentaux. Il y avait deux figures qui étaient éminentes sur le continent africain, Kadhafi qui était craint et Mandela qui était admiré et respecté et fascinant. Donc les deux ont aujourd'hui disparu. Donc cela pose des questions par rapport au leadership, par rapport à l'expérience historique et politique du continent. Et cela ouvre aussi de nombreuses brèches dans lesquelles, bien évidemment, les intérêts économiques occidentaux se sont positionnés sur la Libye. Donc on élimine Kadhafi, pourquoi? Parce qu'il incarne la résistance, parce qu'il a beaucoup de pétrole qu'il vend à son prix, parce qu'il est sorti de l'OPEP, parce qu'il est maître de son pétrole, parce qu'il commence à avoir une importance fédératrice au niveau de l'Afrique, parce qu'il commence à investir en Afrique et qu'il est concurrent des investissements occidentaux. C'est pour toutes ces raisons-là. Pas seulement cela. Kadhafi a aussi beaucoup investi en Occident. Les fonds libyens à l'étranger sont très importants. Il y a plus de 200 milliards de dollars. Il y avait le projet d'une monnaie continentale africaine qui aurait pu mettre en danger ces fameux 200 milliards de dollars. Et quelqu'un comme Sarkozy, lorsqu'il part en guerre contre la Libye, il y a aussi derrière l'idée des affaires franco-françaises. Des affaires franco-françaises, mais l'importance aussi de sauver l'euro. Des groupes comme Goldman Sachs et compagnie ont également des intérêts. Il y a toute une structure, une architecture de la finance internationale et de l'énergie internationale qui gravitait autour de la Libye, qui voulait s'emparer de ce morceau-là. Donc la question n'est pas morale en disant c'est un dictateur, la question est autre. La question est bien évidemment autre, c'est celle des intérêts et c'est celle de contrôler à la source et de contrôler, enfin l'intention était de contrôler ce qu'allait devenir la Libye, mais on voit bien que la stratégie est beaucoup plus de balkaniser la Libye aujourd'hui et de la faire éclater donc en 2-3 groupes, des fameux 3 zones qui existaient avant la réunification de la Libye dans les années 50. Et on arrive tout pile à la question malienne, le Mali juste derrière. Pour la Libye, on a vu comment ça a été orchestré, parfait.
Pour le Mali, on procède comment? Il y a Alors, un président Mali, qui est là, ATT, et puis soudainement, il est où d'ailleurs, ATT? Il doit toujours être au Sénégal, il me semble. Hein. Donc, à ma connaissance, aux dernières nouvelles, Qu'est-ce il qui était se toujours au passe Sénégal. entre le débat sur est-ce qu'il va se représenter, est-ce qu'il ne va pas se représenter, et puis un beau matin, il y a une rébellion? Qu'est-ce qui se passe? Il y a déjà, il y avait un mécontentement de la population dans le Nord par rapport à la gestion de la crise sécuritaire, mais également sanitaire dans le Nord. Il y avait un mécontentement par rapport à la politique d'ATT, et il y avait au sein de la société civile, des différents opérateurs économiques, également une insatisfaction ou une déception par rapport au double mandat d'ATT qui avait gouverné par le consensus. On s'est rendu compte que la question du consensus n'avait pas amené le Mali. Il y avait un débat sur la corruption, très profond aussi au Mali. Il y avait un débat évidemment sur la corruption, sur l'état de droit, sur l'état des forces armées. Donc il y avait tout un tas de Ça, c'est le contexte difficultés intérieur, le fameux, qui permet toujours... qui permet de fragiliser tout simplement à la fois l'unité nationale et également de renforcer ceux qui sont contre cette unité nationale. Et il y a eu au cours de l'histoire malienne un certain nombre de rébellions touareg dans le nord, des intérêts également géostratégiques dans le nord, et le cas de la guerre de Libye et de l'ouverture d'un couloir qui a permis à plusieurs combattants d'aller de Libye au Mali en passant notamment par le Niger a permis de réactiver un certain nombre d'alliances et de combattants qui se sont retrouvés sur le terrain du Nord Mali, qui ont rejoint d'autres mouvements comme le MNLA, qui sont plus ou moins proches de services algériens, voire français. Et tout cela, je pense, a donné un mélange contre lequel l'État malien, en soi, n'était absolument pas préparé à réagir. Qui sont ces combattants? Alors, certains sont, alors si on prend le cas, un certain nombre sont d'anciens combattants du GSPC, des anciens Algériens. Donc il y a des Algériens. 90. Il y a sans doute une part d'anciens rebelles Touareg, déjà des précédentes rébellions, dont certains avaient été intégrés dans l'organigramme militaire de l'État malien, qui ont ensuite profité de la situation pour retourner leur veste. Donc c'est le fameux complot, entre guillemets, le complot intérieur par rapport au fait que ATT, en prônant la réconciliation, a en fait ouvert la porte à tous ceux qui voulaient détruire l'unité du pays. Et il y a enfin des combattants qui viennent de territoires beaucoup plus loin, djihadistes, notamment de Libye, mais également de toute la zone du Moyen-Orient, qui viennent avec tout un arsenal. Donc le fameux djihadisme, c'est une réalité? C'est une réalité, mais pas nécessairement dans le contexte d'une guerre sainte. Il y a derrière tout cela des intérêts. Il y a la volonté d'établir des bases arrières d'autres mouvements qui peuvent frapper d'autres zones, parce que la question qui se pose n'est pas tellement de renverser, d'opérer au Mali pour renverser l'État malien. C'est beaucoup plus être présent dans une zone pour agir sur d'autres zones. Donc c'est cette question-là qui se pose en fait. Pour le cas de la France, par exemple, c'était notamment les intérêts au Niger, donc ce n'était pas nécessairement stratégiquement, géographiquement au Mali, mais c'était dans le territoire d'à côté. C'est des routes à sécuriser, des intérêts à sécuriser, qui font qu'on voit très bien vers où se tourne la menace et vers où elle pourrait L'Afrique n'a déjà pas fini de régler les problèmes structurels. Après avoir subi tout ce qu'elle a subi dans l'histoire, on le rappelle tout le temps, parce que c'est comme ça. Il y a eu l'esclavage, il y a eu la colonisation, il y a eu la partition de l'Afrique. C'est une nouvelle balkanisation. Il y a tous ces États inféodés à des puissances coloniales, occidentales. Il y a maintenant l'arrivée de la Chine, de la Russie et de tous ceux qui ont quelque chose à acheter ou à vendre. Et maintenant, il y a des idéologies djihadistes, internationalistes. Mais comment on va faire? Comment on va faire, c'est une bonne question, c'est un vaste débat. Je crois qu'il est déjà important que les Africains prennent l'habitude de dialoguer beaucoup plus entre eux sur ces questions éminemment stratégiques. Parce qu'il y va vraiment de la souveraineté de nos États et de la survie de nos populations. Donc je crois qu'il est important de renforcer la connaissance de ce à quoi nous avons affaire, de renforcer le renseignement, la solidarité au niveau des différents services d'information et d'intervention. Mais je crois que cela ne peut passer que par une solution politique. Donc il est important que les différentes forces politiques progressistes du continent arrivent à créer une plateforme pour discuter de ces points et pour voir dans quelle mesure il est capable de créer un cordon sanitaire ou un front de résistance par rapport à ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Rappelons le thème de l'émission, réoccupation militaire de l'Afrique. Tout ce que vous nous expliquez, c'est que c'est orchestré, ce n'est pas hasardeux.
On parle de la Libye, là maintenant on parle du Mali, et puis on arrive à parler maintenant du Nigeria. Ce sont des mouvements qui ont une cohérence d'ensemble. Ce sont des mouvements qui ont une cohérence d'ensemble et pour les contrer, il est nécessaire également d'avoir une cohérence d'ensemble. Je crois que ce qu'il manque au niveau de nos États, c'est une réponse idéologique solide, claire et persévérante. Dans le cas du Nigeria, on voit bien que la gestion du cas Boko Haram par Goodluck Jonathan est extrêmement erratique. Un coup à gauche, un coup à droite. Avant d'arriver au Nigeria, juste une dernière question sur le Mali. On nous a annoncé une opération internationale, l'opération Serval. Serval, tout à fait. On se rend compte que le Mali n'est toujours pas sécurisé ni pacifié complètement. En tout cas, la zone qui était en difficulté, le nord, parce que récemment encore à Kidal, en plein territoire malien, un Premier ministre a été empêché d'atterrir, ou des choses comme ça. Qu'est-ce qui explique que les Français, avec ceux qui les accompagnaient, les Tchadiens notamment, qui ont payé beaucoup au Mali, n'aient pas libéré Kidal? Tout simplement, l'objectif de la France n'est pas de libérer Kidal, c'est de sauvegarder ses intérêts. Après, c'est à l'État malien ou aux Africains en général de se coordonner pour libérer leur continent. C'est quoi les intérêts français sur place? Alors, il y a des intérêts liés à pas mal de prospection. Il est important, je pense, de rappeler que entre le moment où Diokounda Traoré a cédé, a laissé la main donc, à Ibrahim Boubacar Keïta, il y a eu énormément de contrats qui ont été renégociés à ce moment-là. Donc, il y a des intérêts. Des contrats concernant quelle matière? Pétrole, or, tout ce qu'on peut trouver en fait dans le sous-sol malien, en sachant qu'il y a également actuellement des recherches pour trouver d'autres sites. Et il y a le Niger pas loin avec l'uranium d'Areva. Évidemment le Niger pas loin avec l'uranium d'Areva, et il y a toujours cette idée que la menace pourrait atteindre Bamako, où il y a aussi d'autres intérêts français. Donc, le fait de ne pas sécuriser Kidal participe directement de cette réoccupation, d'une certaine façon, c'est-à-dire par un mouvement interposé, puisque ce sont des mouvements qui menacent l'intégrité des États africains. Alors, plus un État reste dans l'insécurité, plus il est important d'être justement présent militairement. Donc, si la France libérait, entre guillemets, Kidal, elle n'aurait plus qu'à repartir, vu que Kidal serait libéré et sécurisé. Or, dans la stratégie de la réoccupation, pour occuper, il faut qu'il y ait un motif d'occupation. Donc, il faut qu'il y ait une menace. Donc, il faut faire, d'une certaine manière, vivre ou survivre cette menace ou la laisser latente ou présente dans l'esprit des populations. C'est ce qu'on appelle maintenant dans les centres de recherche américains laisser un foyer de tension basse. Laisser un foyer de tension basse, fabriquer le consentement, occuper les esprits, effectivement. Et comment on passe de cette situation-là quel est le rapport avec ce qui se passe au nord Nigeria et avec la frontière camerounaise aujourd'hui? Alors au nord Nigeria, le cas de Boko Haram, déjà ce n'est pas la première insurrection islamiste que le Nigeria connaît. Le Nigeria a connu pire à certaines époques, la guerre du Biafra. Qui était plutôt de l'autre côté, au sud du pays. Et d'ailleurs, beaucoup de personnes soulignent que si Boko Haram opérait dans le sud pétrolier, la question serait réglée depuis très longtemps. Lorsqu'on voit Goodluck Jonathan dire qu'on ne négocie pas avec des terroristes, il a négocié avec d'autres groupes du même genre dans le sud où il y avait beaucoup plus d'intérêt. Notamment. Exactement. Donc dans le cas du Nigeria, il y a une construction à la fois interne et externe de Boko Haram. À l'origine, donc une secte qui avait pignon sur rue au début des années 2000, créée par Mohamed Youssouf, qui a ensuite développé un certain nombre d'écoles tenues par Boko Haram, où on enseignait notamment une certaine vision de l'islam, qui s'est wahhabitisée avec le temps, notamment grâce à des financements venant de pays du Golfe, par l'intermédiaire... Quand les pays du Golfe financent, ils savent qui ils financent? Ils savent qu'ils financent. Ils financent pour acheter des livres ou ils savent qu'on va acheter des armes? Ils financent déjà une certaine idéologie qui peut se retrouver effectivement dans l'utilisation d'armes. Ce qui n'est pas proscrit, même dans certains textes. Tout à fait. L'idée de guerre sainte, effectivement, n'est pas nécessairement contraire aux intérêts de ces monarchies du Golfe, effectivement. Donc comment un groupe qui avait pignon sur rue, on sait que Mohamed Youssouf, par exemple, ne se cachait pas, il a été arrêté puis libéré plusieurs fois. Plusieurs fois, il roulait donc dans sa Mercedes, il était connu, on pouvait aller le voir, effectivement. Les autorités nigérianes ont très mal géré l'affaire puisqu'il a été victime d'une exécution extrajudiciaire en 2009 et que l'absence de justice par rapport à son cas a attisé beaucoup de... beaucoup de frustration au niveau de tous les jeunes qui le voyaient vraiment comme un guide, comme leur maître.
Et parmi ces jeunes-là, d'autres étaient beaucoup moins idéologiquement formés, étaient beaucoup plus axés sur l'aspect de petite criminalité, de petite délinquance. Et ce sont ces personnages-là qui vont progressivement monter en grade, vont être endoctrinés par d'autres personnes formées ailleurs avec une expérience idéologique plus rigoureuse, et ce sont eux qui vont les utiliser comme des marionnettes et qui vont leur assurer également une certaine impunité. Il y a un lien entre Boko Haram et ces mouvements djihadistes plus au nord jusqu'à la Libye, au moins en termes de matériel de guerre qui circule? Oui, le matériel circule très, très clairement. En tout cas, le matériel de guerre que l'on retrouve au nord du Nigeria, c'est évident qu'il ne vient pas du sud du Nigeria. Il vient beaucoup plus des régions septentrionales. Donc on sait également qu'un certain nombre de combattants de Boko Haram ont été se former ou s'entraîner au niveau du Nord Mali. Donc il y a des gentleman's agreements et on voit bien que les différents foyers se font un petit peu la passe. Alors un coup on attaque ici, un coup on attaque là, puis là on se calme un petit peu, puis là on se réveille. Donc il y a un jeu du chat et de la souris. Comment on explique qu'un groupe se soit autant déployé en une dizaine d'années, au vu et au su de tout le monde? Qu'est-ce qui fait que... Est-ce que le Nigeria n'a pas une armée assez puissante, ou alors... L'armée est corrompue en partie, d'une part, et d'autre part, l'armée est sous-équipée. Même si elle compte à peu près 80 000 hommes, c'est une armée qui n'est pas nécessairement suffisamment entraînée, qui n'est pas non plus présente sur l'intégralité du territoire. Il y a des points stratégiques. Il faut quand même rappeler que le Nigeria est une république très très vaste, avec 36 États. 36 États. Ceux du Nord ont déjà une douzaine qui pratiquent la charia, on ne le dit jamais. Pratiquent la charia du point de vue politique, mais la charia ne veut pas dire que les filles ne vont pas à l'école. Les filles vont à l'école, y compris dans les États du Nord. Donc je crois qu'il y a également toute une construction médiatique autour de ce qui se passe qui ne correspond pas non plus nécessairement à la réalité. Est-ce qu'il y a eu un terreau favorable qui est peut-être la paupérisation du Nord par rapport au Sud, ce qui a fait monter la question morale comme question politique? La question de la corruption des élites du Nord a été l'un des premiers chevaux de bataille de Boko Haram au départ. Des élites du Sud, vous voulez dire? Des élites du Nord. Parce que les élites du Nord sont censées recevoir une partie des subsides de l'État. Exactement. Or, cela n'apparaît pas comme étant suffisamment réparti dans la population. Donc cela crée effectivement une situation de paupérisation, avec de nombreux jeunes qui se rendent compte que les élites mènent la belle vie, tandis qu'eux sont en train vraiment de galérer, si vous me permettez l'expression. Donc cela renforce nécessairement un discours qui présente cette élite corrompue comme corrompue par l'Occident, par l'occidentalisation. D'autant plus que le sud du Nigeria, la région pétrolifère, la région où se trouvent les grandes villes, Lagos, Abuja, il y a des fortunes qui sont des fortunes mondiales, en milliards de dollars. Et qu'au Nigeria, l'exubérance financière est quelque chose de courant. Oui, alors une personnalité comme Aliko Dangote, qui est considéré comme le plus riche d'Afrique, lors du dernier sommet économique mondial à Abuja, le Davos africain, entre guillemets, comme on appelle ça, a dit à la suite de cela qu'il allait investir plusieurs milliards de dollars justement dans le nord du Nigeria. Donc c'est effectivement un terrain d'investissement dans lequel il faut être présent, mais je crois que c'est surtout une bataille idéologique qu'il faut mener et qu'il est important de répondre à Boko Haram sur cette base idéologique qui est notamment celle de l'éducation. Vous avez rappelé que le Nigeria possède une structure fédérale, c'est-à-dire que chaque État a la liberté de définir la manière dont il va mettre en place sa politique éducative. Les États du Nord pratiquent déjà la charia. Cette charia n'empêche pas, comme je l'ai dit, qu'il y ait un certain sentiment progressiste à travers l'éducation. L'éducation se développe et se développait déjà dans le nord du Nigeria au moment où Boko Haram est apparu. Et il est important de relancer cette dynamique-là. L'une des erreurs stratégiques, par exemple, de l'État fédéral, lors du fameux Davos africain, a été de fermer les écoles d'Abuja pour éviter une répétition de ce qui est arrivé aux lycéennes de Chibok. Or, précisément, à partir du moment où vous combattez un groupe qui s'attaque à l'éducation, le fait de fermer les écoles par mesure de sécurité, c'est déjà annoncer la défaite par rapport au fondement idéologique de ce groupe-là. Donc c'est sur ce point-là qu'il est aussi important. Est-ce que le Cameroun est menacé ? Le Cameroun, il y a déjà des incursions de Boko Haram ou d'autres groupes au niveau du Cameroun. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est une zone de trafic qui existait déjà depuis bien longtemps et que beaucoup de petites délinquances qui, à une époque, n'auraient pas été attribuées à Boko Haram, lui sont aujourd'hui attribuées.
Donc c'est une zone frontalière où il y a énormément de déplacements, où il y a énormément de trafic humain et matériel. Et effectivement, Boko Haram, vu que cette organisation est en train de se développer de manière entre guillemets internationale, cherche évidemment à avoir des ramifications dans le nord du Cameroun, où sont emprisonnés d'ailleurs plusieurs militants, supposés militants, sympathisants, combattants de ce groupe. Est-ce qu'il y a un risque de jonction entre le foyer de tension au nord du Nigeria, enfin au nord Cameroun frontalier du Nigeria, et le conflit en Centrafrique? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui est en train d'être creusé par ces groupes? Il y a sans doute une volonté, je pense, de créer toute une chaîne de déstabilisation qui irait beaucoup plus loin. Peut-être même une sorte de virgule qui partirait effectivement de Libye, qui toucherait le Sahara occidental, une partie de la Mauritanie, le nord Mali, le nord Nigeria, jusqu'à la Centrafrique et toute la région des Grands Lacs, et qui irait, je pense, peut-être même jusqu'à Madagascar à une époque. Donc il y a tout un axe qui remonte après sur la Somalie, la Corne de l'Afrique, un axe de déstabilisation qui paraît évident. Après, est-ce que les États africains seront suffisamment vigilants par rapport à cela? Justement, il nous reste 5 minutes d'émission. Consacrons-les quand même à comprendre les réponses possibles de l'Afrique à ces questions. On ne peut pas se contenter de dire « oui, on est en train de nous réenvahir, oui ». Mais qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qui est souhaitable? Qu'est-ce qu'il est souhaitable de faire? Ce qu'il est souhaitable de faire, je crois qu'il y a plusieurs axes sur lesquels il faut travailler. Il faut réellement une réforme du secteur de sécurité, mais pas une RSS telle qu'on la connaît. Il faut réellement quelque chose qui soit pensé à l'échelle continentale. Je crois que le silence de l'Union africaine est extrêmement dommageable et très inquiétant. Je pense qu'il est important de ne pas tout attendre de ce qu'on appelle la force africaine en attente ou d'autres missions, soit impulsées par la France et reprises par l'ONU ou par d'autres organisations internationales. On n'a pas évoqué le cas de l'Africom qui est également en train de se déployer sur le continent, mais tous ces aspects, qui est le commandement militaire américain pour l'Afrique. Le monde a été divisé en plusieurs commandements militaires par les États-Unis. Et il y en avait 5 jusqu'à présent, dont le commandement central qui concernait notamment le Moyen-Orient. Et par rapport à l'évolution du monde au XXIe siècle, les États-Unis sentent qu'il est réellement important d'être beaucoup plus présents militairement sur le continent africain. Donc ils cherchent... Ils ont des bases militaires, voilà, des officielles ou officieuses. En fait, il s'agit beaucoup plus de former les armées africaines. Et c'est cela, je crois, le grand danger que nous courons. C'est le fait que nous déléguons la formation ou la création de nos systèmes de sécurité à des intérêts qui ne sont pas des intérêts africains. Ou alors nos fameuses coopérations, dès qu'on a un problème, on va chercher un parapluie à gauche ou à droite. Exactement. Je crois qu'il est réellement important de créer ce qui serait peut-être l'équivalent d'un Bandung continental, c'est-à-dire réunir réellement toutes les forces progressistes du continent autour d'une table et de les faire sortir. Mais qu'est-ce que vous pouvez faire si vous ne fabriquez pas d'armes en les achetant à des gens qui veulent vous maintenir toujours en deçà? La question de l'armement, elle est extrêmement stratégique. La Chine est un pays qui, justement, finance des usines de construction d'armes sur le continent africain, dans quelques pays africains. Donc, il est important, effectivement, d'avoir la capacité de construire ses propres armes, parce que c'est en ayant cette capacité-là qu'on est en mesure de contrôler l'envoi d'armes sur le continent. À partir du moment où l'Afrique fabrique ses armes et n'a plus à demander à ce qu'on lui envoie des armes de l'extérieur, tout en sachant que ces armes seront envoyées de manière ciblée ou extrêmement désordonnée. Donc il est extrêmement important de réaliser cela d'une certaine manière, mais il faut que cela soit réalisé sous un contrôle politique clair. Or, en l'état actuel, le leadership politique du continent ne semble pas en mesure de comprendre... Est-ce que simplement le fait que beaucoup de dirigeants sont là parce que c'est toujours l'ancien système qui veut qu'on soit adoubé par l'Occident pour être président dans un certain nombre de pays, jusqu'à aujourd'hui encore? Il y a bien évidemment cet aspect-là sur lequel on doit à tout prix, je pense, s'insurger et réagir de manière intelligente et stratégique. Il y a après, je crois, une certaine apathie au niveau des populations. Cette idée que finalement, quoi qu'on fasse, on va être bombardé, donc ça ne sert à rien de se soulever. Quoi qu'on fasse, on va nous tirer dessus, donc ça ne sert à rien de lancer un quelconque mouvement. Et par rapport à cette apathie, je crois qu'il est réellement stratégique et essentiel, voire même vital, de repolitiser nos couches sociales. Je crois que c'est peut-être la solution, c'est politique. On va s'en sortir. Et d'autre part, de revaloriser la culture. Parce que c'est également par la culture qu'on créera, je pense, des le sentiment populations d'appartenance intransigeantes
et exigeante vis-à-vis de ce qu'on appelle leurs élites. Est-ce qu'il y a un pays africain qui vous donne l'impression d'aller dans la bonne direction ? Il y a des pays africains qui avancent. Je crois que la carte du continent montre qu'il y a une dynamique au niveau de l'Afrique australe. C'est extrêmement intéressant de voir qu'un pays comme l'Afrique du Sud n'est plus la première puissance économique, qui sont entrés en récession, C'est qui la première puissance économique ? C'est le Nigeria aujourd'hui. C'est le Nigeria Mais qui c'est ça, précisément le se trouve paradoxe. au cœur de ces problèmes-là. Parce qu'on voit bien que cette focalisation sur un pays africain qui est potentiellement en mesure de réussir contribue à lui nuire. Donc je crois qu'il y a un certain nombre de pays africains qui travaillent en silence. Quand vous dites que le Nigeria est première puissance économique africaine, c'est sur quels critères ? C'est sur le critère de la consommation. Le PIB a été recalculé en incluant la consommation et bien évidemment un pays qui a plus de 160 millions de consommateurs, il écrase les autres. Donc il y a toujours cette idée que c'est par la consommation qu'on est les premiers. Et je crois qu'il est important de briser ce cycle vicieux pour partir de la production. L'Afrique doit produire. Elle doit produire des idées, elle doit produire des hommes et des femmes. Vous êtes passionnant, mon cher Hamzat Boukari Yabara. Il nous reste 1 minute d'émission. Je vous interrompais juste pour vous le dire. Je vous donne 30 secondes et je dirai au revoir en 30 secondes. Prenez la minute si vous voulez. Je ferai juste un signe de la main. Dites-nous votre message du fond du cœur par rapport à tout cela. Le message du fond du cœur, je crois qu'il est important de s'organiser, il est important d'échanger et il est important de comparer les différentes expériences pour parvenir à ce que j'appellerais un dénominateur commun qui permet de réunir le maximum d'Africains au-delà des frontières telles que nous les connaissons. Et ce dénominateur commun, je pense qu'il doit passer par la culture. Et cette culture, elle doit être présente à travers toutes nos activités, qu'elles soient politiques, qu'elles soient sociales, qu'elles soient économiques, parce que c'est par la culture que l'on va construire une solidarité à l'échelle continentale et panafricaine. Eh bien, on peut conclure avec vous qu'il se passe vraiment en ce moment un mouvement de réoccupation militaire de l'Afrique et même plus réoccupation économique également. Et surtout, culturelle aussi. C'est ça, l'enjeu profond, c'est toujours maintenir un foyer de tension basse, militaire, politique, intellectuelle et culturelle. Merci, j'espère qu'on vous retrouvera bientôt partout où on peut vous retrouver sur Internet parce que vous êtes la nouvelle voix de l'Afrique qu'on aime. Le propos est juste et monsieur, il est modeste. Bonsoir, à lundi prochain.